Salut à tous, épisode 2 avec les Memphis Grizzlies. On va discuter un petit peu de choses actuelles. Là, voilà, je vous raconter deux, trois petites histoires. Et puis on va suivre tout ça dans la partie. Les Grizzlies sont un peu dans le dur après la période du All-Star Game, là, cette coupure. Ils sont un petit peu dans le dur. Il y a eu quelques modifications d'effectifs. On peut pas penser que ce soit vraiment lié, même s'il y a quelques joueurs quand même à habituer au système, etc. André Iguodala, le problème a donc été réglé et les Grizzlies s'en sortent plutôt pas mal puisqu'ils ont en quelque sorte récupéré Justice Winslow en échange, ce qui pour moi est une super affaire de la part du Heat. Là, ils sont vraiment généreux. Et Josh Jackson, pareil, est incorporé à la rotation. Et dans cet épisode, on prendra en main les Pelicans puisqu'ils sont à la lutte avec les Grizzlies et que IRL c'est un peu le principal concurrent pour la 8e place. Donc on va ajouter les Pelicans à cette partie. Allez, on applique les modifications d'effectifs. Je vais dans un premier temps donner quand même à Brandon Clark le statut qu'il pourrait mériter, vu sa saison, parce que Brandon Clark, quelqu'un qui fait une saison juste énorme en fait. On va lui donner son statut qui va être celui de titulaire là sur une période. On verra combien de temps est-ce qu'elle dure. Winslow n'est pas encore disponible. Après, il faudra peut-être rebattre les cartes suivant les résultats. Après, c'est toujours pareil. Donc, objectif 8e place pour ces Grizzlies. On voit aussi Jordan Bell, il y a aussi Gorgui Deng qui ont été récupérés. C'est plutôt un bon apport à l'intérieur que ces deux gars. C'est pas une mauvaise affaire du tout. Voilà, il y a juste que le contrat de Deng, il y a une option dessus pour l'an prochain, quoi. Il faut juste l'avoir bien en tête, ce qui fait que Gorgui Deng, il va sûrement prendre son option joueur, parce qu'à 16 ou 17 millions l'année, je pense pas qu'il va cracher dessus. Bon, et voilà, je remets en place un petit peu ce qui doit l'être. On va essayer de jouer un jeu dynamique, avec ces Grizzlies, un jeu dynamique, un jeu rapide. Il faut profiter du côté très athlétique, de la vitesse notamment, de tous ces jeunes joueurs. C'est une équipe très très jeune dans une ligue où les principaux prétendants au titre sont des équipes peuplées de vétérans. Vous voyez, là je fais un petit peu de scouting par rapport à la draft. A priori, les Grizzlies ne drafteront pas au premier tour, sauf trade. Ne drafteront pas puisque le pick est du côté de Boston et il est protégé 1 à 6, ce qui veut dire qu'il faudrait que les Grizzlies tombent dans les 6 premières places à la loterie. Il faut déjà être à la loterie. Il faudrait tomber donc dans les 6 premières pour garder le pick, ce qui semble plutôt improbable à ce stade de la saison. Mais sait-on jamais. La loterie, il suffit de terminer 9e à l'ouest et puis d'avoir une chance incroyable à la loterie et puis on peut se retrouver quand même à faire jouer la protection. Allez, premier match donc de cet épisode, c'est un duel. En tout cas, est-ce que c'est vraiment un duel contre quelqu'un qui menace ces Grizzlies? Vous allez voir que dans la partie, l'apport de Jabari Parker, notamment le replacement de Marvin Bagley pour les Kings au poste 5, il est pas mal et ils vont nous donner du fil à retordre ces Sacramento Kings. Donc c'est intéressant, toujours intéressant de voir le comportement du jeu par rapport à des équipes avec lesquelles on a déjà joué. Vous savez que j'ai une partie où j'ai les Kings et voir un petit peu ce qu'on est capable de proposer. Alors Justice Winslow, pour lui, c'est exactement comme s'il avait jamais changé de maillot. Il est aussi fort qu'avec le Miami Heat. Je trouve que l'apport de Josh Jackson est juste excellent. Et je suis pas prêt de le sortir de l'équipe, celui-là. Et c'est bien qu'il se soit fait sa place. Moi, je suis très satisfait. Je suis assez fan du joueur depuis sa draft du côté des Suns. Donc c'était dans sa 3e année de contrat rookie. Donc c'était en 2017. Et oui, déjà. Donc à noter que les Grizzlies, on pourrait croire qu'il leur reste une année de contrat rookie de Josh Jackson. Non, Pour être précis, cette année de contrat de Josh Jackson, la 4e, l'option n'a pas été activée. C'était au moment où Josh Jackson avait tous ses problèmes.
personnel, hein, extra sportif. Ce qui fait que on se retrouve avec un joueur qui va être free agent. Alors il y aura des droits bird, hein, ça veut dire que les Grizzlies ont la possibilité de faire une offre jusqu'à un certain stade pour conserver Josh Jackson. Mais par contre, attention, hein, option pas levée, donc le joueur pourrait éventuellement s'en aller sous d'autres cieux. Voilà, il faut s'y attendre. En tout cas, on voit un match qui est assez serré, voire même sur lequel on est un petit peu en difficulté. Il faut aller chercher des fautes. Heureusement, D'Anthony Melton est tout à fait capable de gérer les temps faibles, les temps supposés faibles en tout cas où Ja Morant n'est pas sur le terrain. Donc on a comme ça des joueurs. J'aime bien cette équipe des Grizzlies. Elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte quand elle fait pas des erreurs de transmission de passe sur une sortie de camp, ce qui est quand même assez énorme. Qui entraîne aussi un 3 points de Harrison Barnes. On est en difficulté. On a des bons Kings. Je trouve que les Kings là sont vraiment pas mal en face. Donc il faut essayer, voilà, de faire jouer aussi la puissance à l'intérieur. Peut-être ai-je oublié un petit peu. Je me suis trop recentré sur du jeu un peu, facile on va dire, du jeu un peu showtime. Vous avez vu des alley-oop en début de match, etc. Et au final, ça termine, c'est un combat. D'ailleurs, au moment où je parle, la nuit dernière, les Kings, ils ont tapé les Memphis Grizzlies, quoi. Ce qui prouve bien que même presque éliminés des playoffs, les Kings se battent encore. Et puis, il y a aussi cet aspect que les Grizzlies sont actuellement dans une mauvaise passe. Je crois qu'on est à 5 défaites d'affilée ou quelque chose du style IRL. Et j'aimerais bien ne pas vivre la même chose dans la partie. On verra. J'ai une autre crainte éventuelle. C'est que cette équipe s'avère quasiment un peu trop forte, de par, vous savez, le côté athlétique, les jeunes joueurs sur 2K qui sont jolie feinte. Hein. Elle est pas mal celle-là signée Valenciunas, surtout à ce moment-là du match. Parfois sur 2K, les joueurs ont beaucoup plus de réussite jeune que ce qu'ils devraient en avoir IRL en fait. Hein. Donc à voir. Je bascule entre la non-envie de faire n'importe quoi et puis j'ai pas envie non plus de gagner trop vite en fait, voilà. J'aimerais bien qu'il y ait une petite dynastie qui s'installe, regardez. Dynastie évidemment au sommet de laquelle on pourrait imaginer un Ja Morant au vu de ce qu'il est capable de faire sur des actions décisives. C'est pas la première. À l'épisode 1 aussi, je vous avais montré 2-3 petites actions sur lesquelles Ja Morant, fin de match, prend le ballon, il se pose aucune question et ça part vraiment pour la victoire. Voilà, plus 3 avec aucun temps mort pour les Kings. Donc on va rester sur De'Aaron Fox et il va forcer son shoot, ce qui fait que victoire des Grizzlies sur ce match, assez serré toutefois, donc agréable. Peut-être qu'il y a eu aussi une très mauvaise adresse à 3 points alors qu'on a eu jusque-là plutôt de la réussite. Donc voilà, à prendre en compte. Et très bien, très bonne victoire. On va maintenant un petit peu avancer, après avoir regardé les stats, voilà, un horrible cumulé au niveau de l'adresse, mais on s'en est sorti quand même par rapport à certaines qualités défensives. Voilà. Donc, le match suivant, c'est les Lakers, mais on voit qu'on est donc en positif à ce stade-là, légèrement positif de 3 matchs, c'est quand même pas ridicule. Et donc on est mieux que on est mieux qu'en réalité à ce stade-là. J'avais commencé la partie juste avant juste après la trade deadline. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est sur un bilan qui est proche de celui qu'on connaît, mais pas identique, quoi. Pas identique. On continue. La Simu, c'est encore une défaite du côté des Clippers. Tiens, ils se sont sentis obligés de recruter Nikola Mirotic. Le jeu craque en fait. Si on met pas les mecs blessés ou les free agents comme ça, ouais, c'est un peu dommage. Après, c'est pas non plus impactant au dernier degré pour la partie. Allez, on a rendez-vous avec une équipe super intéressante. L'équipe, je vous avais parlé de cette équipe des Houston Rockets et de leur pari totalement dingue de l'ultra small ball, micro ball. J'ai entendu parler des gens qui appellent ça le micro ball, qui est au fond qui est un pari intéressant, qui est un pari hyper intéressant de faire jouer Tucker en 5, Covington en 4, et puis au final créer toutes les conditions de quoi
de pas prendre les rebonds. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est une conséquence. Non, créer toutes les conditions de Westbrook et Harden qui finalement s'éclatent et sont vraiment dans l'optimisation de leur qualité. Harden peut jouer à sa sauce et Westbrook peut aussi faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire des pénétrations, puisque en jouant fer à cheval, vous avez 5 mecs autour de la ligne à 3 points. Dès lors, c'est mathématique, hein, c'est d'une logique implacable. Regardez, s'il pénètre Westbrook, qu'est-ce qui se passe? Il faut que quelqu'un vienne compenser et ça libère mécaniquement un shooter. On a vu Covington qui commençait à se replier, là il se trouve que le shoot a été raté, l'action a été avortée, mais dans l'esprit, c'est hyper malin. C'est hyper malin parce que on se retrouve avec l'optimisation des qualités de Westbrook et Harden, quelque part. Après, c'est très malin, c'est intéressant, c'est atypique, mais qu'est-ce que ça peut réellement apporter? Alors déjà, dans le jeu, j'ai bien peur de vous dire pas grand-chose. Dans NBA 2K, ça n'apporte pas grand-chose, parce qu'en fait, le jeu sanctionne énormément le micro-ball des Rockets, en ce sens que ils vont se faire becter, mais de manière incroyable dans la raquette. Ils vont aussi avoir un déficit de rebond assez invraisemblable. Tiens, à titre d'éléments de réflexion, en février, donc depuis qu'ils ont envoyé Capella à Atlanta, hein, en février, dans la vraie NBA, quelle est l'équipe qui a pris le moins de rebonds pour 100 possessions, hein, toujours sur les statistiques qui sont lissées? Ben, c'est Houston. En fait, Houston a 30e nombre de rebonds pris. C'est un peu normal, hein, parce qu'au basket, qui est un sport de grands, ben, si vous avez des grands, vous prenez les rebonds. Et puis, vous voyez avec quelle facilité, quelque part, je les ai battus avec cette équipe des Grizzlies, qui est certes vraiment bonne, hein, mais avec un pourcentage notamment d'adresse qui est trop fort en fait. C'est trop fort. Ils n'ont pas réussi à nous contester en vérité. Leur pénétration, il n'y a pas de dissuasion non plus dans la raquette. Donc dans le jeu, c'est un fiasco total. Vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode les Rockets qui vont reculer au classement. Alors qu'ils étaient top 4 quand on a démarré, ou quelque chose de similaire. Et ils vont se retrouver bootés hors du top 5 et peut-être même 7ème, je crois, à la fin de l'épisode, ce qui, en soi, ne correspond pas à ce qu'on observe et à ce qu'on va observer sûrement sur les semaines de saison régulière qui restent. Mais bon, voilà. C'est le moment de faire un petit quelque chose, c'est d'ajouter un peu de piment. Je vous avais parlé de la rivalité Pelicans-Grizzlies. C'est vrai que c'est deux équipes qui sont amusantes parce que elles sont jeunes, même s'il y a un peu plus de vétérans côté Pelicans. Jrue Holiday, Derek Favors par exemple. Ou alors les jeunes sont un petit peu plus aguerris. Hein. On pense quand même à Brandon Ingram qui est quand même quelqu'un qui était à sa troisième année, hein, troisième année de NBA. Je crois en fait que ces deux équipes qui se battent actuellement, hein, pour les playoffs, elles ont tout l'avenir devant elles. En fait, il n'y a pas du tout de stress à avoir, ni d'impatience d'ailleurs à nourrir. Les Grizzlies sont un petit peu en train de taper dans le mur en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se relever. Après tout, on est qu'au tout début du mois de mars. Et les Pelicans, par contre, sont en pleine bourre. Dans la spirale de victoires qui les anime, ou de bons résultats en tout cas, et de bonnes productions, c'est évidemment Zion qui tire tout ça vers le haut. Après, il y a des éléments très intéressants, hein, comme Jackson Hayes, par exemple, comme quelqu'un que je ne fais pas jouer à ce stade-là, mais qui, à mon avis, a de l'avenir, c'est Nickel Alexander-Walker, le cousin de Shai, canadien aussi. Il y a d'excellents joueurs, parlons de Lonzo Ball, et évidemment Lonzo Ball enfin débarrassé toute la pression de Los Angeles qui a tellement de possibilités du côté des Pelicans. C'est un très bon joueur Lonzo Ball, c'est juste que faut pas lui demander de faire ce qu'il ne sait pas faire. Donc beaucoup de choses très très intéressantes, un avenir fatalement excellent pour cette équipe, et je voulais voir
comment est-ce que NBA 2K, comment est-ce que le jeu prévoyait les choses quelque part et comment il allait simuler les choses, voir si en fait les Pelicans, ils ont comme ça le potentiel de rattraper les Grizzlies qui sont un petit peu en train de piocher, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir des Grizzlies qui vont maintenir le cap et des Pelicans qui vont quelque part pas réaliser une fin de saison à la hauteur de ce qu'on pourrait voir dans la réalité. Donc c'est parti pour quelques éléments de simulation. On va jouer un match aussi dans pas longtemps. Voilà, parce que il y a les Lakers qui se profilent pour les Grizzlies. Donc on simule ce match. Lakers très très fort, difficile à prendre. Et je me suis décidé évidemment à jouer le match d'après Pelicans contre Lakers. C'est l'occasion de discuter encore un petit peu de certains éléments concernant les Pelicans, une équipe très très intéressante. De voir aussi comment est-ce qu'on peut réagir, parce qu'on n'a pas de... Dans cette équipe-là, on n'a pas de LeBron stopper, en fait. Si je considère que Zion doit s'opposer un petit peu à Anthony Davis, ben à ce moment-là, qui est-ce qui s'occupe de LeBron James? On va pas demander à Brandon Ingram de tenir en défense sur LeBron James. Donc ça, de même que mon petit test de laisser Rondo ouvert. Rondo, c'est Gigi Redick en fait maintenant. Le mec est à droit à 3 points comme il a jamais été de sa vie. C'est assez amusant. Faut pas laisser Rondo ouvert, hein, parce que je vous dis pas les dégâts. Oui, donc intéressant aussi de faire face à cette raquette de très grande taille, hein, que celle des Lakers. Donc LeBron James réalise un très bon début de match. Je me décide à utiliser mon shooter italien, le peu prisé. Il est sous-évalué un peu, il est un peu méprisé. C'est très américain ça de pas vraiment considérer les Européens, surtout quand il a comme ça 29 ans au moment où il arrive en NBA, Nicolo Melli, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui en Euroleague a été très très fort et qui a prouvé, alors certes c'est un peu un autre basket, mais tout de même Nicolo Melli c'est un très bon joueur et il était assez méprisé à la base. Et puis c'est marrant parce que du côté des Pels maintenant, t'as tout le monde qui dit ah ouais non mais c'est un super joueur, il faut qu'il prenne plus de shoot à 3 points, etc. etc. C'est vrai qu'il a une adresse assez exceptionnelle pour un mec de presque 2m10. Parfois il fait 2m6 ou un truc du style. Il est très très adroit et il est capable d'accès de folie, hein, un peu à 3 points. Ah, déjà encore Rondo là, c'est mythique. Permet aux Lakers de revenir alors qu'on avait fait un break. On était mené 4-9. Encore Melli qui rentre un super shoot. On était mené 4-9. On avait fait un 17-0. Et dans la foulée, tiens, très bonne contestation de la pénétration de LeBron. Dans la foulée, les Lakers étaient revenus. Et puis là, voilà, il faut poser un petit peu le jeu. C'est pour ça que je ralentis un peu le tempo. Et je pars de très très loin avec un high pick demandé par Ball pour la pénétration. Et là, il y a une faute flagrante. C'est Dwight Howard qui a complètement craqué, c'est rigolo. Il a ceinturé en l'air Lonzo Ball, donc qui mettra que un des deux lancés. Derrière, je continue à aller chercher des fautes. Dwight Howard est en train de péter un plomb. Et je crois qu'il va prendre 3 fautes en moins d'une minute. C'est assez drôle. C'est assez drôle cette situation-là. Et au final, on réalise une bonne fin de troisième quart. Globalement, les écarts au score, on les a réalisés surtout au moment où LeBron n'était pas sur le terrain. Hein, faut pas se mentir. Et c'est vrai que dès lors qu'il était sur le terrain, ainsi qu'Anthony Davis, c'était quand même un peu plus compliqué. Mais, voilà, justement, ce quatrième quart-temps, il a l'occasion de voir si on est capable de résister ou si on va s'effondrer totalement parce que LeBron et Anthony Davis, quoi. Hein. Et là, tiens, par exemple, il y a beau avoir les deux gars, bon, en même temps, c'était pas eux qui géraient la balle, c'est pour ça que c'est parti en cacahuète. Mais on se retrouve avec une violation des 24 avant que LeBron fasse recoller tout ça. Il y a de la pression sur cette fin de match, on est qu'à plus 2. Donc je vais donner la balle à Zion après un petit switch défensif provoqué par un écran. Et Zion va donner à plus 4. Donc derrière, il y a une jolie défense. On va foirer la suite
on va la foirer parce que je m'attendais à ce qu'il fasse faute, c'est pas fait faute, du coup je savais pas trop quoi faire. Bref, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. LeBron James va ramener tout le monde à un point. Et donc je vais faire rentrer mon shooter, J.J. Redick, pour assurer deux lancers francs qui nous font passer à plus 3, puis plus 5 ensuite sur un shoot raté, rebond de Zion, faute. Et donc, victoire. Alors celle-là, elle est intéressante. Elle est intéressante puisqu'il a fallu se battre, elle n'était pas facile du tout. Enfin, c'est les Lakers toujours redoutables, même si ils font des bêtises à des moments, hein, mais, euh, mais quand ça s'enclenche, tu as LeBron James qui a fait quand même un carton à 22 points, par contre aucun rebond, presque pas de passe, et il y a eu une sous-alimentation de Anthony Davis, qui est quand même pas trop le plan de jeu des Lakers à la base, puis il avait pris que 5 shoots en extrapolé pour 4 points au total, ce qui est quand même paradoxal. Donc bizarrement répartis les shoots du côté des Lakers. Bon, on verra si jamais on les recroise à un moment ou à un autre, peut-être en playoff, si jamais une de ces deux équipes là que je contrôle a le bonheur d'accrocher la 8e place, sera peut-être et même très certainement face aux Lakers que ça se jouera le premier tour. On continue. Ouais, vous voyez, je passe de l'une à l'autre. On simule pour avancer un petit peu. Donc là, il y a une petite péripétie du côté des Brooklyn Nets où il va y avoir une véritable la branlée, on peut le dire. Hein, il y a quand même 40 points. Hein. En fait, ce que je vise là, c'est, vous voyez, la date du 21 mars, on apercevra le calendrier plusieurs fois. 21 mars, c'est le moment où les Pelicans et les Grizzlies vont se retrouver et puis vont également rejouer l'un contre l'autre le 24 mars, en fait. C'est deux dates qui sont importantes. Et d'ailleurs, si ça se trouve, pour la NBA réelle, ça peut être deux dates où sur cette double confrontation, éventuellement, les choses se joue entre les deux équipes. Alors, vous voyez, à ce stade-là, le retard est faible. Ils n'ont que 3 matchs et demi de retard, les Pelicans, sur les Grizzlies, ce qui n'est pas grand-chose. 3 matchs et demi, c'est pas grand-chose. Surtout que, voilà, regardez, match perdu des Grizzlies, donc ça peut vraiment recoller, hein. Ça peut vraiment recoller sans qu'on soit vraiment surpris. Par contre, il y a des matchs qu'il faut assurer. Et quand on se prend 25 points face aux Timberwolves, là, ça veut dire qu'on mérite pas d'aller en playoff. Puisque, certes, on a vu du mieux chez les Timberwolves hein, récemment. Hein, je les ai regardés jouer, c'est vrai que c'est un petit peu mieux, honnêtement. Mais de là à ce qu'une équipe qui vise les playoffs aille comme ça se faire totalement désosser par les Wolves, bon, voilà. Donc défaite embarrassante. Il va pas falloir qu'il y en ait trop du côté, tiens, elle est embêtante elle aussi, celle-là. Elle est embêtante aussi contre Portland pour les Grizzlies. Il va pas falloir avoir trop de défaites dans cette période pour les Pelicans. Bah tiens, c'est raté. Kings, Jazz. Ce qui tout de suite fait passer les choses. C'est un petit peu plus délicat. Là maintenant, les Pels sont à 5 matchs des Grizzlies. C'est pas évident. C'est pas évident. Du côté des Grizzlies, l'objectif, moi je maintiens le cap, c'est 50%. Du moment que les 50% sont assurés, je pense que derrière, ça fera pas le boulot pour recoller. Donc, voilà un peu l'idée. Je joue pas trop, c'est volontaire. C'est volontaire de pas trop jouer les matchs, parce que j'ai pas envie de fausser le résultat final, ou en tout cas ce qui doit advenir, puisqu'au final, il y a quoi comme pression sur ces deux équipes cette année? C'est vrai, ce serait cool d'aller en playoff, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment nécessité absolue d'aller en playoff, etc. Non. Non, c'est une saison pour grandir dans les deux cas et pour voilà faire briller. Ça recule, on est à 7 matchs de retard à ce stade-là. C'est pour développer certains jeunes joueurs, pour créer un peu une alchimie de groupe, pour créer des choses qui sont importantes dans le sport collectif en général, pas qu'en NBA. Et je crois pas que ne pas faire les playoffs serait un drame pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. On voit que les Spurs sont à la ramasse totale, puisque ils ont un bilan qui est à peu près similaire à celui des Pelicans, n'auront cessé de chuter au final tout au long de la saison. Match pour les Grises du côté
de Milwaukee s'est perdu de très très peu. Et voilà, vous voyez, je vous avais annoncé un bilan au 21 mars pour voir où est-ce qu'on en était. On est à 6 matchs et demi. 6 matchs et demi avec encore 12 matchs à disputer. Je considère que c'est mort. C'est mort de chez mort pour les Pels. Je continuerai à l'épisode prochain à développer tout ça, mais à mon avis, ce que je développerai certainement, ce sera la fin de saison des Grizzlies, avec où est-ce que vont les Pels, et en se disant surtout, bon choix de draft, on croise les doigts pour la loterie, et puis du côté des Grizzlies, on ira très très vraisemblablement tenter notre chance face aux Lakers, sans non plus une ambition démesurée, ce qui permettra de passer probablement à l'été. Et là, par contre, essayer d'avoir des choix, de vrais choix, des orientations stratégiques par rapport au renforcement de l'équipe, de quelle manière, etc., etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Il y aura du Dallas Mavericks assez prochainement. Je suis dans la même partie. Dallas Mavericks très 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 rapidement dès lors que j'ai le temps de filasser tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.